Qu'est-ce qui a prédominé au choix du concert qu'on va voir ce soir? Je crois qu'une passion selon Saint Jean dans un festival de musique considéré comme baroque, c'est un moment toujours très important, simplement parce que l'œuvre est magnifique et puis parce qu'il y a une possibilité d'une interprétation assez inhabituelle, loin des grands effectifs dont on a parfois eu l'habitude d'entendre un petit ensemble et surtout un jeune chef que l'on connaît quasiment pas en fait en France. Alors, j'aimerais revenir un peu sur la période où Bach écrit cet oratorio. On est en 1784 1724. 1724. Voilà. Bach a écrit de nombreuses passions. C'était une tradition à la Semaine Sainte, en conclusion de la Semaine Sainte, le vendredi saint, d'interpréter une grande passion, c'est-à-dire de relater les souffrances du Christ avant sa crucifixion, avant sa mort. Et donc, Bach est un des premiers à réaliser ces espèces d'oratorios religieux, donc ces grands drames religieux, musicaux, où un évangéliste relate, avec des témoins qui chantent des airs magnifiques, cette souffrance du Christ. Voilà. Donc là, ce sont les chefs-d'œuvre de la musique baroque qu'on aime interpréter ici en Brenay. Et en allemand, pour être compris par le public. Par le peuple, qui chantait très souvent les chorales. Et là, en 1724, donc la Passion selon Saint Jean, c'est la première des passions. On connaît surtout aussi la Passion selon Saint Matthieu, qu'on a donnée il y a 3 ans ici en Brenay, mais la Passion selon Saint Jean, ça faisait 15 ans qu'on n'en avait pas eu. Voilà, donc c'était aussi une très bonne raison pour avoir cette année une Passion selon Saint Jean. Alors, pour quelle raison le choix de ces artistes? En fait, Itai Jedlin est un jeune chef israélien, enfin il est flûtiste à la base, et il a un rapport très intéressant avec cette œuvre, puisque c'est le premier disque qu'il a reçu pour sa bar mitzvah, puisqu'il habitait en Israël à cette époque-là. Il habite depuis 2002 à Paris, et il a fondé son ensemble. Je l'ai rencontré un peu par hasard, enfin via un réseau social de quelqu'un qui m'a parlé de lui. Je suis allé voir un extrait sur YouTube de ce qu'il faisait et je me suis dit mais comment ça se fait que dans notre milieu baroque on ne connaisse pas ce musicien, il est fantastique et il travaille avec des musiciens fantastiques. Et effectivement, comme il n'est pas implanté, il n'est pas subventionné grandement comme d'autres ensembles, il travaille uniquement avec des artistes, des copains qui lui font confiance et qui viennent pour le plaisir, vraiment pour le plaisir de travailler avec lui. Et donc le résultat est juste splendide. Alors quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, il faut vraiment l'inviter, lui donner la chance de sortir vraiment voilà, dans le grand monde, en fait, et de pouvoir populariser cet ensemble qui s'appelle le Concert étranger, et dans lequel chantent en fait des gens que par ailleurs on connaît tous très très bien. On peut parler de mise en espace qui évolue décennie après décennie. On devient de plus en plus entre guillemets acteur plus que chanteur, autant en tout cas. C'est vrai qu'on est quand même dans la musique liturgique, on est dans la musique religieuse, mais le déplacement de l'œuvre de son lieu originel, c'est-à-dire de l'église vers les salles de concert, fait que forcément on vit plus intensément certainement le drame, que les chanteurs vivent plus intensément le drame, que le chœur participe plus au drame. Pour autant, c'est pas une version lyrique qui est donnée là, ça existe. Hein. Moi, je trouve que ça fonctionne pas très très bien. Je trouve qu'il vaut mieux qu'on soit chacun avec son livret. Il faut avoir le livret sous les yeux pour bien comprendre tout ce qui se dit, tout ce qui se passe. Mais on le vit vraiment intérieurement. Et je trouve qu'il n'y a pas besoin de véritable représentation. Par contre, que ça soit nourri au niveau du ventre, ça me paraît essentiel, que l'on sache ce que l'on dit et dans quelle rhétorique on se place. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort dans l'interprétation qu'on va entendre ce soir d'Itai Jedlin. C'est vraiment, on sent qu'il y a une profonde réflexion sur l'œuvre, un profond amour de cette musique qu'il a découvert, comme disait Daniel tout à l'heure, à l'âge de 13 ans. Mais en tout cas, on est vraiment dans un travail de fond, de long terme. Ça fait très longtemps qu'il travaille sur la partition. Et il a choisi de l'interpréter dans une version un peu inhabituelle, qui, selon les préceptes de Joshua Rifkin, demande des effectifs très réduits. Alors c'est quelque chose qui a beaucoup fait débat, qui fait encore débat aujourd'hui. Nous, on n'est pas là pour dire
c'était comme ça et c'est comme ça que les choses se sont passées, et Itai non plus, mais c'est la manière dont lui le ressent. On peut tout de même dire que l'iconographie de l'époque montre souvent des effectifs petits, qu'on sait que Bach se plaignait justement de ne pas avoir des gros effectifs, qu'il voulait avoir au moins 2 personnes par ligne dans le chœur, et il demandait même d'en avoir 4, mais sachant qu'il avait aussi 4 églises à animer dans la même ville. Donc on peut imaginer que le fait de chanter à 2 par partie était sans doute une pratique assez habituelle. D'ailleurs, moins est difficile, puisqu'il faut tout de même bien qu'il y a des rôles dans la Passion selon saint Jean. Il y a au moins l'évangéliste, celui qui raconte l'histoire, et puis Jésus. Donc l'un est ténor, l'autre est basse, et pour chanter les chœurs, il leur faut quelqu'un qui les renforce, sinon ça veut dire qu'ils chantent quasiment d'un bout à l'autre de l'ouvrage, et ça c'est pas possible. Donc voilà, le chœur il est à ce qu'on appelle à 2 par voix, 2 sopranos, 2 altos, 2 ténors, 2 basses, et puis un petit orchestre derrière qui lui est plutôt à 1 par partie, comme l'on dit, ce qui permet d'avoir un son extrêmement ciselé, extrêmement fin, même si dans une acoustique généreuse comme l'abbatiale d'Ambronay, cela donne tout de même un son suffisamment rond pour porter en fait le message et porter la musique. Est-ce que ça, c'est une nouveauté dans le baroque, d'avoir de plus en plus de concerts où les solistes sont acteurs aussi du chœur? Alors c'est pas une nouveauté, parce que c'est vrai que là, Joshua Rifkin dont je vous parlais, il a imaginé ça en 1981, et c'est des recherches qu'il a très poussées de musicologistes qu'il a fait, de musicologues qu'il a fait en 1981, et depuis, il est vrai qu'on s'est quand même dit que dans une grande partie des œuvres, alors c'est très communément admis pour les premières cantates de Bach, où on se dit ok, c'était pour un tout petit effectif, tout le monde faisait tout, et puis petit à petit, on a avec les grandes œuvres de Bach aussi, on s'est dit que de toute façon il n'avait pas des moyens pharaoniques non plus, parce qu'aujourd'hui, enfin jusque dans les années 60-70, on interprétait ça dans la grande tradition symphonique, l'orchestre symphonique, le chœur symphonique, avec 80 personnes dans le chœur, 50 personnes dans l'orchestre. Une vision mendelssohnienne aussi Voilà. de Bach, puisque ça avait permis de retrouver Bach, mais du coup ça avait romantisé tout. Complètement tout cela. romantisé, et c'est vrai qu'on est revenu à quelque chose de peut-être plus authentique à travers cette légèreté du son, ce son un peu diaphane, cette transparence, cette couleur vraiment, vraiment différente. Les gens qui n'ont pas l'habitude d'entendre cette musique par cet effectif-là seront surpris, mais à mon avis enchantés. Alors, autre caractéristique, les instruments. Ah oui, effectivement, on est sur instrument. Alors bon, le terme est toujours compliqué. On ne peut pas dire instrument d'époque parce qu'il n'en reste pas beaucoup, mais ce sont des copies d'instruments d'époque le plus souvent. Les instruments à cordes, les violons par exemple, sont montés avec des cordes en boyau. Alors c'est pas du boyau c'est bien du boyau d'animal, hein, c'est pas du boyau de chat, même si ça peut se faire à une certaine époque. Mais il y a différents animaux qui sont capables de donner les boyaux qu'il faut. Certaines cordes sont tout de même filetées d'acier. Pour les cordes graves, c'est absolument nécessaire. Et puis les bois sont vraiment en bois. C'est-à-dire, on sait que la flûte fait partie de la famille des bois, mais aujourd'hui, la flûte moderne, c'est bizarre de voir une flûte en métal qui fait partie de la famille des bois, mais c'est simplement parce qu'elle était vraiment en bois, comme le hautbois à l'époque. Voilà. Et ce sont des instruments qui sont relativement primitifs, entre guillemets, dans leur facture, ce qui fait que par exemple les flûtes ont très très peu de clés et que l'on fait beaucoup de choses avec la bouche, c'est-à-dire en tournant l'embouchure, ça permet de régler la hauteur. C'est d'ailleurs diabolique de jouer la flûte traversière d'époque qui s'appelle le traverso. C'est beaucoup plus compliqué, je parle en connaissance de cause, j'ai joué de la flûte traversière, j'ai essayé le traverso. Chapeau hein, pour y arriver. Le hautbois aussi est un instrument extrêmement compliqué à tenir. Parce que là, il n'y a pas recours à des clés. Quand on joue les corps aussi, ce sont des corps naturels et évidemment, tout se fait uniquement avec la bouche. Il n'y a même pas de perce pour nous aider à jouer cet instrument diabolique. Donc voilà, les instruments sont effectivement des instruments spécifiques. Au-delà de cela, c'est même tout le travail stylistique, la recherche qui a été faite interprétative, qui permet d'en tirer une qualité sonore, à telle enseigne que des instrumentistes qui ont cette habitude stylistique peuvent passer sur l'instrument moderne et garder tout de même une certaine qualité de son, d'ornement,
de vision et puis de ce qu'on appelle le tempérament. Ça, c'est un peu technique. C'est la manière dont sont agencés les accords, qui sont plus ou moins, avec des tierces plus ou moins grandes ou petites selon le tempérament que l'on utilise. Mais c'est fondamental à l'époque parce que c'est ça qui va donner la couleur, comme ce qu'on entend en musique indienne, où on entend des sons qui nous tirent un peu l'oreille. Et bien, quand on entend cela aussi en musique baroque, c'est normal. On n'était pas dans une égalité, ce qu'on appelle un tempérament égal. Donc c'est normal que ça nous tire un peu l'oreille. Il n'y a plus qu'à écouter. Je crois.